Aujourd'hui, quand on parle de mémoire ou d'histoire de l'immigration, il faut se rendre compte que ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement. Il y a tout un processus, je dirais, d'étapes, qu'il faut savoir respecter, même si le temps va des fois plus vite que le temps des historiens, voire même le temps de la mémoire, où le politique s'empare de ces sujets. Ce qu'on dit, c'est que toute bonne mémoire ne peut se construire que si l'histoire a pu faire son œuvre. L'histoire, c'est quoi? C'est certes connaître les sources, ça c'est le métier des historiens, travailler sur les archives, le transmettre d'abord aux enseignants pour que les enseignants puissent digérer à travers les manuels scolaires et les programmes, pour transmettre aux enfants et aux citoyens les éléments essentiels pour au moins connaître les bases de, par exemple, ce qui fait le récit migratoire ou l'histoire de la colonisation, l'histoire de l'esclavage. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut commencer à parler d'une mémoire qui peut être partagée parce qu'on commence à connaître l'histoire de l'autre. Donc on peut commencer à entrecroiser nos mémoires, des fois individuelles ou des fois familiales, voire communautaires, pour arriver à s'inscrire et à se bâtir dans une mémoire et dans une histoire collective. Seulement, logiquement, à ce moment-là, le politique s'empare de ces éléments-là, instrumentalise ou non. Mais aujourd'hui, sur l'immigration, ce qui est assez étonnant, c'est que les trois se superposent. Par exemple, on nous demande déjà de parler de l'apport de l'immigration, alors que les mémoires ne sont pas fixées et que les historiens n'ont pas pu finir leur travail. On nous demande d'une certaine manière d'être déjà capable de se rendre compte de la place de cette histoire dans l'histoire de France, alors que l'on sait qu'elle est très mal enseignée ou très peu enseignée dans nos premières, dans nos terminales, dans nos secondes, en troisième ou en quatrième. On nous demande de comprendre toute la complexité de cette histoire de l'immigration, alors que les historiens sont eux-mêmes encore en train d'essayer de défricher ces territoires et des fois de ne pas être d'accord sur la manière de les lire. Et enfin, on nous demande de replacer ce qui fait la spécificité de la France en liaison avec cette histoire de l'immigration, alors que justement, la France n'a pas encore compris dans son récit national que l'histoire de l'immigration, l'histoire de la colonisation ou celle de l'esclavage ne sont pas des histoires périphériques de l'histoire nationale, mais sont pleines et entièrement inscrites dans ce récit, parce qu'on ne peut pas le comprendre, ça n'intègre pas ce qui, depuis à peu près un siècle et demi, fait un des grands particularismes de nos identités collectives. L'histoire de l'immigration est à la fois récente et ancienne. Elle pose débat dans le présent pour deux raisons essentielles. La première, c'est que elle n'a pas encore fait lien en termes d'une histoire partagée. On pense que l'histoire de l'immigration appartient aux immigrés uniquement. Parce que pendant très longtemps, il s'est passé un double phénomène. La nation n'a pas digéré ce récit, naturellement, puisqu'il y avait d'une certaine manière à chaque fois des politiques qui instrumentalisaient l'immigration sur le territoire, et ça c'est valable depuis les années 20-30. Et deuxièmement, parce que pendant très longtemps, l'histoire de l'immigration était portée par les immigrés eux-mêmes, par les associations issues de l'immigration, qui les avaient un peu comme étant le trésor à transmettre d'une génération à l'autre génération. Donc il n'y a pas eu ce passage d'une mémoire individuelle, après d'une mémoire communautaire, vers une mémoire collective. Et donc dans cet entre-deux, il n'y a pas eu ce passage qui a permis la digestion de ces histoires. Et puis à côté de ça, il y a un débat. Il y a un débat qui traverse la société française depuis près d'un siècle. On l'a connu d'ailleurs par rapport à la population juive en France, qui a eu un temps très long pour être totalement intégrée dans l'identité collective de notre nation et de faire partie pleinement et entièrement de la citoyenneté. Alors que nous sommes encore au début de ces questions-là, parce que nous pensons par exemple que l'immigration maghrébine ou africaine est très récente. Alors qu'en fait, je rappelle toujours qu'il y a 30% de Kabyles qui ont construit le métro parisien en 1900. Je rappelle qu'ils sont plus de 600 000 à être venus se battre pendant la Première Guerre mondiale. Je rappelle des fois qu'avant les indépendances de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, 2 500 000 Maghrébins seront venus travailler dans ce pays. Cette histoire est pourtant ancienne et pourtant elle n'a jamais fait souche dans notre mémoire, comme s'il n'était que de passage. Eh bien, on a affaire à une histoire de passage, comme si cette histoire n'avait pas à trouver prise sur le présent. Donc il y a aujourd'hui un énorme travail de médiatisation, pas dans le sens froid du mot, très chaud du mot, c'est-à-dire de transmettre au plus large public, par des films, par des livres, par des pièces de théâtre, par des grands films de fiction, comme par exemple a pu être Indigène, mais aussi, je dirais, au quotidien, par des conférences, par du travail de terrain, par des micro-expositions, par un travail d'accompagnement avec les enseignants, pour faire qu'à un moment, cette histoire se banalise. Car qu'est-ce qu'une histoire, en fait, qui trouve pleinement sa place dans un récit national? Une histoire qui devient banale, normale et évidente à comprendre. Il y a deux thèses qui s'opposent. Alors là, c'est un débat de spécialistes au départ, en pensant qu'il y aurait une grande histoire de l'immigration dans ce pays. Très vite, quand on s'intéresse à des villes comme Marseille, comme Bordeaux, comme Lyon, comme Strasbourg, Lille, ou Paris ou Nantes, on se rend compte que non, c'est beaucoup plus complexe. Je vous donne un exemple très concret. La place des Arméniens à Marseille est une place essentielle dans l'histoire de la ville, comme la place des Turcs à Strasbourg. Alors qu'à Bordeaux, la présence des Turcs n'est pas un élément majeur dans la perception, dans le regard ou dans la toponymie ou la démographie de la ville ou de la région, par exemple Aquitaine, liée au phénomène migratoire. Donc déjà, la nature des populations qui viennent n'est pas la même. Deuxièmement, le rythme chronologique n'est pas le même. Un port de l'Empire comme Marseille n'a pas la même histoire qu'une ville comme Limoges. Et l'histoire ouvrière de Metz ou de Nancy n'est pas celle des mines du Nord. Et des petites villes de Bretagne ou d'Auvergne n'ont pas connu le même récit que des grandes capitales. Ça veut dire qu'il faut redescendre au niveau de la commune et de la région, et non pas des régions au sens administratif du mot, mais des grandes régions qui ont eu des formes de
d'histoire, de récits qui leur est propre. Et c'est en fait le cumul de ces récits propres, de ces micro-histoires, je dirais presque des histoires individuelles qui forment le grand récit national. Mais ce n'est pas un grand récit national de l'immigration qui après redescend sur le territoire d'une manière classique. C'est une forme de pulse dont il faut comprendre tous les éléments pour au final avoir une photographie complète. Donc, plutôt que de partir du haut, on est parti du bas. C'est-à-dire qu'on est parti véritablement du territoire, et c'est au final, pour un exemple très concret, ces 8 livres ou les 20 expositions que nous venons de créer, qui côte à côte commencent à construire un récit dans toute sa complexité, car comme toute histoire, l'histoire de l'immigration est complexe et paradoxale. Il y a des scories, il y a des histoires personnelles, il y a des histoires individuelles. Ce qu'on essaye souvent d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas une histoire du récit migratoire. Chaque individu est porteur d'un récit qui lui est propre, comme chaque région, chaque ville est porteuse aussi de quelque chose qui a un signifiant différent sur le territoire. Il est évident que l'histoire des républicains, par exemple espagnols, dans le sud-ouest de la France, ce n'est pas le même poids d'imaginaire que dans le Nord-Pas-de-Calais. Et pour vous, l'histoire des Polonais, c'est pas le même poids qu'à Lille, à Strasbourg, à Roubaix. Et l'histoire des Harkis n'a pas la même prégnance dans les massifs alpins qu'elle l'a, par exemple, d'impact dans les Flandres. C'est ça qu'on veut essayer d'expliquer, parce que justement, ce sont ces particularismes-là qui, en plus, créent des lieux de mémoire en territoire. Et c'est parce que ces lieux de mémoire émergent petit à petit, très lentement et très difficilement, mais parce qu'ils émergent d'une certaine manière, qu'ils créent une légitimité là où on habite. Et quand un gamin peut dire « je suis d'ici », parce que je retrouve des lieux de mémoire d'ici, comme je suis de ce pays, parce que ce pays reconnaît ma mémoire et m'identifie dans les manuels scolaires, qu'un enfant né ici, dans ce pays, mais fruit de l'histoire du récit migratoire, peut arriver à trouver sa place. La légitimité par l'histoire.